Le Parti communiste chinois est assis sur une bombe à retardement. Une bombe amorcée en 1979 et qui explosera dans les prochaines années, quoi qu'il arrive. La limitation des naissances est la préoccupation principale de la Chine d'aujourd'hui. C'est une propagande intensive en faveur du planning familial chinois. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les actions prises aujourd'hui, c'est déjà trop tard. C'est cet homme qui l'a amorcé dans un contexte bien particulier. À l'époque, la population chinoise était en pleine explosion. Littéralement, elle venait de doubler en moins de 30 ans. Alors pour freiner cette tendance, il décida que chaque femme n'aurait désormais plus qu'un seul enfant. C'est la politique de l'enfant unique. Le nombre de nouveau-nés diminue drastiquement et année après année, la croissance de la population se stabilise. Mais cette décision a aussi un effet secondaire. Un déséquilibre majeur de la population chinoise qui s'illustre comme ceci. Ce graphique est ce qu'on appelle la pyramide des âges, la population d'un pays organisée par leur année de vie. Au plus la barre est large, au plus il y a de citoyens dans cette tranche d'âge. Si on remonte avant 79, il y avait chaque année un grand nombre de nouveau-nés. Petit à petit, ils décèdent, ce qui crée cette forme en pyramide. Mais avec la politique de l'enfant unique, la pyramide s'est déséquilibrée. Il y a eu de moins en moins de bébés chaque année, ce qui a créé cette zone ici trop faible pour porter le reste de l'édifice et qui menace aujourd'hui de faire tomber l'ensemble du Parti communiste. C'est le 3e épisode de notre série consacrée à la Chine. Merci d'être toujours avec nous. Après avoir exploré avec Manu l'histoire du Parti communiste et décrypté avec Martin la stratégie utilisée pour devenir l'un des pays les plus riches du monde, on vous propose aujourd'hui de nous pencher sur ce qui menace la survie du régime. Car s'il fait tout pour donner l'image d'un pays fort et entretenir la promesse d'un siècle chinois, la pyramide des âges est loin d'être la seule menace qui plane sur le parti. Au-delà de sa communication, le colosse a des pieds d'argile et il va devoir relever de nombreux défis pour ne pas s'effondrer. Depuis le début de cette série, on vous a souvent montré ce graphique. C'est l'évolution de la richesse produite par la Chine. La poussée qu'on observe ici est gigantesque. En seulement 30 ans, elle a été multipliée par 50. C'est impressionnant, mais pas tout à fait inédit. Car si on se déplace sur cette courbe, on trouve un autre pays qui a connu quelques années plus tôt une trajectoire très similaire. C'est aussi un pays d'Asie, mais situé un peu plus à l'est, juste ici. Le Japon. Dès les années 70, le Japon se développe lui aussi à une vitesse record. Regardez cette courbe. En seulement 10 ans, son économie a été multipliée par 5. La recette de ce succès est en partie basée sur le développement d'une industrie alimentée par une main-d'œuvre pas chère et disponible en masse. Cette main-d'œuvre peu coûteuse permet au Japon d'être ultra compétitif dans des secteurs à faible valeur ajoutée, et donc de rafler des grandes parts de marché. C'est dans les grandes lignes la même stratégie que va utiliser la Chine quelques années plus tard, mais avec une méthode typiquement chinoise. C'est-à-dire qu'elle utilise son immense taille pour appliquer les mêmes recettes que les autres, mais puissance 10. Not long ago, the life of the peasant was tragic. Now, it's simply very hard. Au tournant des années 80, le pays est en plein boom démographique et bénéficie donc d'une tonne de main-d'œuvre très peu coûteuse. Les usines sortent de terre, les paysans se transforment en ouvriers et la Chine devient l'atelier du monde. Pour soutenir ce développement, elle construit de nouvelles infrastructures, des routes pour faire circuler les marchandises toujours plus vite, des aéroports pour les envoyer toujours plus loin. Elle construit. Tous ces chantiers nécessitent de la main-d'œuvre, des ressources, des matériaux, et créent donc eux aussi de nouveaux emplois. C'est un cercle vertueux qui permet au pays d'amorcer une croissance exponentielle. Grâce à sa taille, la Chine va plus vite et plus loin que le Japon. Elle dépasse tous ses concurrents et devient vite candidate à la première place du classement mondial, juste derrière les États-Unis. Ok, tout ça c'est très bien, mais depuis tout à l'heure je vous parle d'une grande menace. Or jusqu'ici tout semble aller plutôt bien. Alors oui,
mais pas pour tout le monde. The Japanese are well educated, especially in mathematics and the sciences. Un sérieux signal d'alarme est apparu au milieu des années 90. Après des années de boom économique, la courbe du Japon s'est arrêtée. Fini la croissance. Le pays stagne et cette situation dure plusieurs années. Le raisonnement de certains chercheurs aujourd'hui, c'est d'utiliser cet exemple pour prédire l'avenir de la Chine. C'est en tout cas le constat dressé par cet économiste de la banque JP Morgan. Son analyse est débattue car les deux pays sont fort différents et les époques ne sont pas les mêmes. N'empêche que depuis plusieurs années, la Chine rate systématiquement ses objectifs de croissance. En 2022, alors qu'elle visait 5,5%, elle ne dépasse finalement pas les 3%. C'est le taux le plus faible depuis 40 ans. La crise sanitaire et la guerre en Ukraine y sont pour quelque chose, mais n'expliquent pas tout. Et pour certains, on serait en train de vivre les dernières années du modèle de croissance qui a porté la Chine en haut du classement. On pourrait entrer dans une période où l'économie chinoise pourrait connaître ce que le Japon a connu, c'est-à-dire une stagnation. Or, la Chine arrive à ce stade de difficulté alors qu'elle n'a pas encore atteint le stade de développement que le Japon connaissait à l'époque. Pour cette vidéo, on a longuement discuté avec plusieurs experts afin d'identifier les problèmes structurels de l'économie chinoise, les failles dans son modèle qui ralentissent sa croissance et qui menacent de faire vaciller le pouvoir. On a identifié 3 éléments particulièrement inquiétants. Alors c'est évidemment impossible d'être complet, surtout quand on parle d'un pays aussi grand et aussi complexe. Mais ces 3 exemples illustrent l'ampleur du défi. D'abord parce qu'individuellement ils sont extrêmement complexes, mais surtout parce qu'ils se complètent et se renforcent. Ensemble, ils représentent le risque d'un cercle vicieux qui mènerait le pouvoir chinois à sa perte. Alors essayons d'y voir plus clair. Le premier problème, c'est celui-ci. La politique de l'enfant unique a créé un déséquilibre dans la pyramide des âges et la main-d'œuvre qui a servi de carburant au décollage de l'économie chinoise va bientôt prendre sa retraite. Et ça veut dire 2 choses. D'abord, il n'y a plus assez de carburant. L'atelier du monde va bientôt manquer de bras et d'autres pays s'engouffrent déjà dans cette brèche pour remplacer la Chine. Deuxièmement, ces travailleurs s'attendent maintenant à avoir une retraite à la hauteur de leur contribution au développement de l'économie. Or, ils vivent plus vieux qu'avant et les travailleurs actifs, censés financer cette retraite, sont nettement moins nombreux. Ça déséquilibre l'ensemble du système qui menace de s'effondrer. L'enfant unique ne peut pas soutenir 2 parents, 4 grands-parents, etc. Ça marche pas. Et donc la démographie, pendant très longtemps, a poussé l'économie chinoise, donc c'était un vent de dos, et maintenant ça va être un vent de face. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que depuis la fin de la politique de l'enfant unique, la natalité n'a pas connu une remontée significative. Et puisqu'il faut environ 25 ans pour transformer un bébé en travailleur actif, peu importe la réaction du pouvoir, le pays est déjà condamné à un passage à vide. Voici la deuxième grande menace, qui est pourtant aussi la fierté du régime chinois. 40 000 km de lignes de train à grande vitesse, le plus grand réseau du monde. Son développement est incroyable, en seulement 10 ans, il est passé de ça à ça. Ce développement est un des nombreux investissements qui a permis de booster artificiellement la croissance chinoise pendant des décennies. En 2008, c'est un plan massif d'investissement, dont quasi la moitié était consacrée au développement du rail, qui a permis au pouvoir de traverser la crise financière bien mieux que le reste du monde. Sauf qu'en réalité, personne ne l'utilise. Ou en tout cas, pas assez pour qu'il soit rentable. Depuis 2015, les revenus générés par le réseau ne suffisent plus à couvrir les coûts. Les billets sont trop chers pour la majorité de la population et les frais d'électricité combinés aux énormes frais d'entretien font qu'au final, le pouvoir perd de l'argent. Et ça, c'est le symptôme d'un phénomène bien plus large. La construction de grandes infrastructures qui a permis à la Chine de booster sa croissance atteint ses limites. Après des décennies de grands travaux, il n'y a plus rien à construire. Les investissements qui soutiennent la croissance sont de plus en plus coûteux. Et donc, le pays s'endette énormément. On a eu des infrastructures redondantes, on a eu des industries qui étaient déjà en surcapacité, donc on a augmenté encore la surcapacité, et donc en fait on a fait des investissements qui sont non productifs. Donc ça veut dire beaucoup d'argent dépensé pour finalement des gains économiques qui sont faibles, voire négatifs, parce qu'on détruit de la richesse en fait par cette politique.
Bon, jusque-là, c'est pas vraiment un scoop. Le pouvoir chinois est au courant depuis au moins 10 ans. En 2012, c'est le président lui-même qui disait que le modèle économique chinois était arrivé en bout de souffle et qu'il était essentiel de le renouveler. Un discours auquel son successeur a assisté, sauf que 10 ans plus tard, ce défi est encore loin d'être relevé. Pour mieux comprendre, il faut décortiquer cette courbe qu'on vous montre depuis tout à l'heure. Les richesses produites par la Chine et leur évolution dans le temps. Cette courbe est composée de plusieurs catégories. D'abord, on retrouve la consommation. Les téléphones, les télévisions ou les voitures achetées par les citoyens chinois. Ensuite, il y a ce que la Chine a vendu à l'étranger, ce qu'on appelle l'exportation. Il y a aussi l'argent investi par les citoyens et les entreprises, et puis celui investi par l'État, par exemple dans la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer. C'est donc en jouant sur ces différents leviers que la Chine fait croître son économie, sauf que c'est de plus en plus difficile. Les investissements du gouvernement s'essoufflent, il n'y a plus grand-chose de productif à construire, ce qui mène à de l'endettement. Une solution serait de changer de secteur, booster l'innovation pour devenir incontournable dans un domaine plus spécialisé, comme les nouvelles technologies. C'est difficile et il n'est pas certain que ça suffise à combler le manque à gagner. Il faut donc regarder ailleurs. Au niveau des exportations, la crise démographique fait que la Chine n'est plus vraiment l'atelier du monde. D'autres pays moins riches en profitent pour lui voler la vedette. Et la pandémie a rappelé à tout le monde le risque d'une dépendance au commerce international, ce qui fait que de plus en plus de pays rapatrient des chaînes de production. Le seul levier restant, c'est la consommation. Pousser les gens à se rendre dans les magasins, acheter de nouvelles choses et utiliser plus de services. Faire circuler leur argent dans l'économie pour augmenter ce poste et la croissance par la même occasion. D'ailleurs, c'est exactement ce que proposait le président dans son discours de 2012. Sauf que 10 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Il faudrait des mesures précises pour relancer la demande et jusqu'à maintenant, on reste dans le flou parce qu'on soutient la production. En revanche, sur la relance de la consommation, c'est beaucoup plus flou. La faiblesse de la Chine, c'est sa force. On en parlait tout à l'heure, le pays est immense. Dans les années 80, c'est cette taille qui lui a permis d'enclencher le moteur de la croissance, mais aujourd'hui, c'est cette même taille qui biaise nos perceptions. Certes, c'est un des pays les plus riches du monde, mais seulement au total. Si on divise sa richesse par son énorme population, le classement est tout de suite différent. Et le constat est le même pour la consommation. Le total est impressionnant, mais par citoyen, elle n'est que de 30%. Comparé à un citoyen américain en tête du classement, un citoyen chinois consomme très peu. En vérité, la majorité de son argent va dans l'épargne. Et le taux d'épargne en Chine est extrêmement élevé. Les gens épargnent pour leur retraite, ils épargnent pour se soigner, ils épargnent pour envoyer leurs enfants à l'université, pour s'acheter un appartement, etc. Comme l'épargne est élevée, eh bien la consommation est faible. Si l'épargne est si élevée, c'est parce que le régime ne garantit pas le filet qui permet aux citoyens de se sentir en sécurité financière. L'école coûte cher, la santé coûte cher, alors plutôt que de dépenser leur argent dans la consommation, les citoyens préfèrent acheter des biens d'investissement, comme par exemple l'immobilier, qui jusqu'à peu était très rentable. Et malgré un régime qui se revendique communiste, les inégalités en Chine restent énormes. Les inégalités sont très fortes. Ce qui sauve le pouvoir chinois, c'est qu'il démarrait de tellement bas que même les personnes qui ont le moins profité finalement du développement économique ont quand même vu leur revenu augmenter. C'est là le nœud du problème. Si il veut garder sa croissance, le régime chinois doit stimuler la consommation. C'est le seul poste où il reste de la marge. Sauf que pour y arriver, il doit redonner confiance aux citoyens. Ça passe par exemple par une redistribution des revenus ou le développement d'une fiscalité plus agressive. Mais tous ces changements sont complexes et menacent l'autorité du parti qui s'est construit sur l'ancien système. Mais la croissance n'est peut-être pas un objectif absolu. Finalement, le parti pourrait très bien choisir de la sacrifier au profit d'autres indicateurs de réussite, comme par exemple la crédibilité militaire du pouvoir chinois à l'international. Tout est une question de choix. Ce qui est certain, c'est que le parti doit bouger,
il est obligé de se positionner dans une équation immensément complexe, sans garantie de réussite. C'est loin d'être facile, mais ce qui semble certain, c'est que la stratégie choisie aura probablement pour objectif de maintenir la crédibilité du parti sur le long terme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série spéciale consacrée à la Chine. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler dans cette émission. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande vivement d'aller voir les 2 premiers épisodes disponibles sur notre chaîne YouTube et de vous abonner pour ne rater aucun de nos nouveaux contenus. En attendant, moi je vous dis à très vite.